Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Nous voilà enfin de retour après avoir sorti tout notre jus conspirationniste qu'on avait en nous avec notre émission spéciale Jeux truqués, la vérité sur les mensonges. Et je sais que je vais avoir l'air de dire de la merde et que vous allez pas me croire, mais on a fait une folle vidéo en lien avec cette émission spéciale qui s'en vient prochainement, hein? Promis. C'est juste que je fais ça à temps perdu entre préparer le podcast et les autres affaires de la vie, mais ça s'en vient à un moment donné. Mais revenons à nos moutons. On est en février et qui dit février dit chronique obligatoire sur le Super Bowl. Ben oui, ça fait déjà 5 ans, oh my god, 5 ans, ben oui, bravo, match nul, hein. Ça prend quand même de la persévérance pour rester dans un podcast émergent qui stagne son reach depuis 4 ans hein, et que j'ai presque passé la moitié du temps tout seul là-dedans. Bon, d'ailleurs, si jamais vous voulez faire une chronique, venez-vous-en, hein? On n'est pas bien difficile, hein, puisque j'utilise le « on » quand que, en fait, « on » est plus juste un jeu. Là. Mais bon. Anyway, bon 5 ans match nul, hein? Un jour, le monde se rendra compte à quel point tu es génial. Trêve du moment humble et place au Super Bowl. On a fait au courant des 5 dernières années des chroniques sur l'origine du Super Bowl, la fois où la NFL est passée proche de venir à Montréal durant un Super Bowl, un top des pires Super Bowl, l'historique des publicités du Super Bowl, et là, vous devez vous dire que nous sommes enfin rendus à vous jaser de l'histoire du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, comme tous les sites populistes aiment faire à l'approche de l'événement. Blague que je vous ressors à chaque année d'ailleurs, mais non! On va se concentrer sur un aspect primordial du Super Bowl qu'on ne parle pas toujours, le party. Plus spécifiquement, la bouffe. Ben oui, toi, on va jaser de cuisine ici, hein? On n'est-tu pas un podcast versatile pareil, hein? Donc, le Super Bowl culinaire. En analysant en surface, on se rend compte rapidement que c'est un événement où la bouffe est pas mal centrée sur la nourriture qu'on peut manger avec les doigts. Parce que, tu sais, on est assis devant la télé avec sa petite assiette en plastique, hein? On n'est pas dans un repas 7 services à des petites cuillères en porcelaine avec des portions plus petites qu'un prépuce fraîchement coupé. Alors, quoi de mieux pour parler de nourriture que d'accueillir un chef? Ben non, je vous niaise, hein? On invite personne à ce podcast-là. Hein? C'est pas maintenant qu'on va commencer, surtout pas avec un foutu chef. Hein? On va prendre une formule qui a bien fonctionné pour une de nos chroniques Super Bowl, un top 10. On fait un beau petit classement de la bouffe la plus populaire pour l'événement, le plus populaire, et en plus, on va faire une petite histoire d'origine sur ces mets. Question que vous ayez l'air wise à votre party. Faut s'instruire un peu quand même, hein, ici, là. Alors, top 10, bouffe de Super Bowl, ciao! Numéro 10, les bâtonnets de fromage. On commence donc notre épopée culinaire avec les fameux bâtonnets de fromage. Hein? Ce sont des apéritifs faits de fromage pané, habituellement le mozzarella, qui ont une longueur d'un fuck you bien senti envoyé à un chauffeur. Je dis ça de manière fancy, mais dans le fond, c'est du fromage frit. Hein? Mais qui a eu cette idée folle de faire frire du fromage? Hein? Le concept de faire frire du fromage viendrait du Moyen-Âge au Caire, en Égypte, durant le règne de l'Empire ottoman. Je sais, c'est compliqué, mais avant d'aller plus loin, on doit revenir à la base du plat, hein? D'où ça vient le fromage? On va aller au fond des choses quand même, là. Fait que le fromage, ça remonte au début de l'agriculture et de l'élevage dans le croissant fertile. Ça, c'est entre le Tigre et l'Euphrate dans le coin de l'Irak pour ceux que leurs notions d'histoire de secondaire 1 sont un peu loin. On estime que les premiers fromages auraient vu le jour vers l'an moins 1800 à partir du lait de mouton ou de chèvre. Mais si cette explication ne vous satisfait pas, selon la mythologie grecque, ce serait le dieu Aristée, hein, le dieu de l'activité pastorale et de l'agriculture, hein, oui, qui aurait découvert le fromage probablement en branlant une chèvre pour le fun, puis il a découvert quelques jours plus tard des restants de son aventure bestiale sur sa toge, puis comme un gros cochon, décida d'y goûter, puis il a trouvé ça bon. Choisissez la version qui vous convient le mieux. Hein? Et le fromage est devenu un mets de tous les jours, rendu en romantique, hein? Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pline l'Ancien via quelqu'un sur Wikipédia. Et laissez-moi vous dire que Pline l'Ancien, c'est quelqu'un qu'on peut se fier. Genre, il va nous la ramener, la gomme qu'on lui a donnée. Hein? Mais revenons à notre fromage frit. 1393, on retrouve la première recette de bâtonnet de fromage en France dans une édition du livre Le Ménagier de Paris, un manuscrit d'économie domestique et culinaire qu'un bourgeois parisien aurait écrit pour sa jeune épouse
épouse pour qu'elle puisse bien tenir la maison et faire la cuisine. On est toujours dans une chronique sur le football, hein, right? Anyway, cette recette-là n'a pas tant à voir avec les bâtonnets de fromage qu'on connaît d'aujourd'hui, hein, selon les historiens de bouffe. Oui, ça existe. Non, l'origine du plat deviendrait plutôt des États-Unis dans les années 70 pour 2 raisons. 1. Le mozzarella est produit de manière plus soutenue et 2. C'est plus facile de faire frire n'importe quoi grâce à la technologie. Donc, les bâtonnets de fromage deviennent vite populaires dans les bars sportifs et les bowling. Et ça serait un fromager du Wisconsin, Frank Baker, qui aurait eu l'idée de faire ce mets, mais lui, il appelait ça le string cheese. Wisconsin, hein? C'est l'État où jouent les Packers de Green Bay avec leur célèbre décoration de partisans, le chapeau de fromage, Cheesehead. Yes! Ouh! On a réussi à ramener ça au football, hein? Oh, c'est qu'on est bon. Numéro 9. Les petites saucisses dans du pain. Les petites saucisses fourrées dans du pain, appelées Pigs in a Blanket en anglais, à ne pas confondre avec l'autre recette Pigs in Blanket, où les petites saucisses sont enroulées de bacon. Trop grande concentration de cochon ici pour un végétarien. Il y en a plusieurs qui vont se dire que les petites saucisses dans du pain n'ont pas vraiment sa place dans un top 10 sur la bouffe du Super Bowl et que vous allez m'accuser d'avoir juste passé dans la liste des produits congelés à l'épicerie et noté les 10 premières affaires que j'ai vues. Bien qu'il y a un peu de vrai là-dedans, j'ai vu un site internet l'intégrer dans l'un de ses top 50, donc c'est legit notre affaire. Bon, j'ai dit pain depuis tantôt, mais c'est plutôt une genre de pâte Pillsbury, mais c'est beige comme du pain, donc close enough. Fait que d'où ça vient ce mets étrange? On retrouve le terme Pigs in a Blanket dans certains livres de cuisine américains du 19e siècle, mais c'est plus pour des recettes d'huîtres enroulées de bacon, ce qui est franchement dégueulasse. La recette viendrait plutôt de l'armée américaine. Ouais, hein, faut bien que la moitié du budget du gouvernement américain serve à quelque chose, hein? C'est 800 milliards de dollars aujourd'hui, by the way, qui va à l'armée américaine. Bref, la recette apparaît dans le War Department Technical Manual, un beau petit livre pour que les soldats se nourrissent bien en faisant respecter le drapeau partout où ça ne parle pas anglais. Mais au final, le mets aurait été emprunté à des immigrants tchèques venus au Texas au 19e siècle avec leur dessert kolache, un genre de pâtisserie avec une pelotée de fruits / fromage au milieu. Et comme ils n'ont pas ce genre de nourriture distinguée au Texas, ben un redneck aurait mis une saucisse au milieu de ça. Vous voilà plus instruit. Et d'ailleurs, pour fait cocasse pour ramener ça au football, là, le 24 avril, c'est la journée internationale des petites saucisses dans du pain, hein, soit un jour avant le draft de la NFL cette année. Pas pire, hein? Numéro 8. The Ribs. Ah bon, enfin de la vraie viande, hein? Mais de prédilection de notre cher collaborateur Francis qui veut toujours qu'on en fasse pour le party du Super Bowl, c'est lui le maître du barbecue. Pas Francis, les ribs. Que ce soit du porc, du bœuf, de l'agneau, du gibier, du bison, de la chèvre, de l'autruche, du crocodile, du lama ou du kangourou, tant que c'est un animal, on peut le cuire sur notre grille. Mais comment tout cela a commencé? Comme on mange de la viande partout dans le monde, on va se concentrer sur l'endroit qui est important dans notre top 10 sur la bouffe du Super Bowl, qui est évidemment... Notre histoire commence avec la reine Isabella d'Espagne qui a insisté auprès de Christophe Colomb d'amener des cochons avec lui lors de son 2e voyage. C'est ainsi que les porcs virent pour la première fois le Nouveau Monde, la terre des possibilités, l'Amérique. Mais c'est le conquistador Hernando de Soto qui a accosté en Floride en 1539 avec 13 cochons qui, après seulement 3 ans sur le territoire, étaient rendus 700! C'est bien beau la petite histoire, mais on est loin de nos bonnes côtes levées qui me salissent beaucoup trop les doigts. Ça a pris du temps avant que nous, les humains, mangeons les côtes levées des porcs, car voyez-vous, on n'avait pas vraiment d'outils efficaces pour cuire et ou conserver la viande. Hein? Tu sais, les fermiers devaient attendre la première vague de froid hivernal pour tuer leurs cochons et commencer à préparer la conservation de la viande. Puis, il n'y avait pas vraiment d'épicerie. Mais dès que les frigos sont arrivés avec les barbecues de maison dans les années 1920, les ribs ont commencé à être utilisés et du coup devenir un mets fort de la cuisine américaine dans les années 50. Mais prenons quand même le temps pour un moment de commémoration pour ces 13 héros qui ont amené le bacon sur nos terres. Non mais pour rien, c'est un moment solennel pour vous ça! Bon, tant pis pour le mémorial, on passe au prochain. Numéro 7. Les demi-patates avec des grumes dedans.
Oui, on reste dans les repas plus ou moins clairs avec les demi-patates avec des gogos dedans. Il manquait un aliment dans le top 10, hein, que voulez-vous? Donc, on ne perdra pas de temps, je vais vous faire la fascinante histoire de la patate. Vous pensiez que ça faisait longtemps le fromage? Tenez-vous bien pour la patate. Il y a 13 000 ans précisément, jour pour jour, aujourd'hui, au lac Titicaca au Pérou, la première patate a été domestiquée. Genre, un humain a finalement été capable de lui apprendre à s'asseoir et à pisser dehors. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que le vrai monde a découvert la patate. Les conquistadors, émerveillés par le fait que les patates puissent se coucher quand on leur donne des gâteries, décidèrent d'en ramener sur le vieux continent. Puis la patate a la particularité de ne pas être un pomelo, hein, c'est-à-dire un aliment qui demande beaucoup de préparation et de soins pour pas grand-chose au final. Parce que la patate, tu es capable de la cultiver en grande quantité, que tu sois sur le bord de la mer ou au fin fond de la Sibérie, et facilement à part de ça. Ce qui fait de la patate l'aliment de prédilection pour les pauvres, hein, retardant un peu les famines et tout dans la révolution industrielle. C'est vraiment le Paul Byron des fruits et légumes. Ah non, j'ai ramené le ça au hockey, hein, quand on jase de Super Bowl. Je recommence. La patate, c'est la Deebo Samuel des fruits et légumes. Ouais, on est moins équipé pour la comprendre celle-là. Hein. Bref, comme la patate est un repas, disons, ordinaire, il a été facile pour les gueux de mieux agrémenter leur mets dès qu'ils ont eu accès à de la meilleure bouffe. Mais ils sont habitués à la patate, donc il fallait garder la patate quand même dans le repas. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont mis des gogos dedans. Mais qu'on se le dise bien franchement, hein, ce mets-là, c'est pas tant bon et ça fait patate, hein, comme les équipes surévaluées une fois rendues au Super Bowl ou millions en finale d'association. Numéro 6. Les hamburgers. Bon, là, on arrive enfin dans les aliments que je mange. Hein. Cette remarque fera rire ceux qui me connaissent. Pour les autres, vous manquez un inside insane, mais ça montre au moins qu'un match nul commence à avoir un peu de reach. Hein. Et niveau hamburger, le Super Bowl, c'est la deuxième plus grosse journée après le 4 juillet où est-ce qu'on consomme des hamburgers, soit plus de 14 milliards de burgers qui sont grillés sur le barbecue pour le match, hein? Ça, c'est comme 2 burgers par gens sur la Terre, hein? Genre, chaque Chinois pourrait en manger 10, hein? Ça fait pas mal beaucoup de burgers, hein? On pourrait facilement déduire que le hamburger vient du fait qu'un mec, ou une dame qui se faisait passer pour un mec dans un monde sexiste dans le passé, ait décidé de mettre un steak de viande hachée dans un sandwich, mais c'est pas le cas. Ça a l'air que le premier hamburger viendrait avant le sandwich dans la chronologie de la vie, ce qui fait aucun sens, mais c'est pas moi qui va s'ostiner avec des personnes anonymes sur Internet qui gèrent Wikipédia. Je voudrais pas me les mettre à dos quand même, hein, ils savent beaucoup trop mon historique de recherche. Donc, allons-y avec notre vérité, elle est à nous, on la partage pas, ok? Hambourg en Allemagne. Il y existe depuis le 18e siècle le steak Hambourg, une recette empruntée aux Russes qui, eux, ont dû s'inspirer des Romains, mais si on suit cette voie-là, on finira avec les hommes des cavernes et on sera encore plus mélangés. En gros, c'est juste une boulette de bœuf haché, cuit. Et ce steak d'Hambourg, choix de prédilection pour les déjeuners pour la modique somme de 10 cents, ce qui est beaucoup trop onéreux, est arrivé en Amérique du Nord grâce à la voie maritime entre Hambourg et New York. Les immigrants ont fait de la job pour implanter le mets aux États-Unis. Mais une question demeure. Qui c'est qui a eu l'idée de foutre une boulette de viande entre 2 pains? C'est un sujet controversé et qui a plusieurs théories, donc je vais vous dire toutes les théories en même temps, comme ça on va pas se tromper. C'est en 1885 à 1904, un doute de l'État d'Ohio, Wisconsin, Texas, Hambourg, Rio de Janeiro a mis une boulette de viande en 2 tranches de pain / toast / bout de pain, et voilà! C'est le hamburger est né. Après ça, McDonald's a fait sa job de conquérir le monde avec ce succulent repas de restauration rapide qui porte bien son nom, car ça rentre effectivement aussi rapidement que ça ressort. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons faire une petite pause dans notre top 10 pour vous présenter une campagne socio-responsable d'une cause qu'on parle peu, mais qui est ô combien présente dans notre société. C'est arrivé à l'Arena. On était en deuxième période, j'en étais déjà à ma 3e bière. L'équipe s'en allait en avantage numérique, mais il fallait vraiment que j'aille pisser. Et c'est là qu'il est entré. Il a pris l'urinoir directement à côté de moi. Qui fait ça? J'essayais de rester focus sur l'affiche publicitaire d'une station de radio avec de la musique popoche, mais rien à faire. Il fallait que je regarde. Puis il y en avait une plus grosse que la mienne. Sachez que vous n'êtes pas seul. Visitez le site de l'Association des personnes avec des petits pénis pour régler vos complexes et consulter nos horaires de rencontre et de mensuration en groupe. Il y en a toujours une plus petite que la vôtre.
Un message du gouvernement du Manitoba. Il fait bien fret ici, c'est pour ça que... c'est ça, en tout cas. Numéro 5, l'avocat. Hein? L'avocat? Mais de qu'est-ce que c'est? Voyons! Numéro 5, la guacamole. Épais. Ah, OK. On a justement sorti de nos studios pour aller questionner un épicier pour savoir d'où venait la guacamole en lui spécifiant que rangée 7 n'était pas la réponse qu'on cherchait. Il nous a alors dit... On a insisté et il a finalement réussi à répondre à notre question. Je sais pas. Donc, comme notre épicier du coin ne connaît pas vraiment ce qu'il vend, on va se fier encore une fois à nos recherches. Faut toujours qu'on en fasse, hein? On pourrait pas juste faire un podcast normal où on fait juste jaser des riens pendant 1h30, hein? Bon. Guacamole. Et comme le présentateur de Top 10 nous l'a bien fait comprendre, ça vient du fruit qu'on prénomme l'avocat. On retrace la présence d'avocat dans une cave au Mexique qui date de 10 000 ans avant Jesus Christ. Mais c'est les Aztèques au 16e siècle qui auraient commencé à faire de la guacamole. Ces derniers appelaient ce fruit les poires d'alligator, dû à la texture de la peau du fruit. Hein? C'est très original. Mais au début du 20e siècle, les producteurs d'avocats de la Californie aimeraient bien remplacer le nom du fruit, poire d'alligator, par quelque chose de plus exotique et de moins menaçant avec avocado. Un mot traduit de la langue aztèque de ahuacahuaalt ou l'arbre aux testicules. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous enlever cette image-là de votre tête. Et ce n'est pas le seul problème que les producteurs vont rencontrer, car l'avocat, c'est un fruit qui n'est pas sucré, il ne se cuit pas bien et il a une texture bien glissante. Donc, les dos de marketing ont une idée de faire de l'avocat un produit de luxe. Genre, il était l'aristocrate des salades de fruits. L'arrivée des migrants latinos va faire augmenter petit à petit la popularité du fruit, surtout avec la guacamole, une trempette à base d'avocat. Puis, à la fin des années 80, on se rend compte qu'être gros, c'est pas tant bon pour la santé et que l'avocat, c'est pas pire pour la santé. C'est aussi la montée en puissance du Super Bowl. Et les producteurs d'avocats, ils voient une opportunité pour passer leur stock d'avocats mûrs en fin janvier parce que là, les fruits sont là puis l'hiver s'en vient. Donc, les deux de marketing, oui, encore eux, ont décidé d'organiser le Guacamole Bowl où les joueurs de la NFL devaient donner leur meilleure recette de guacamole. Et ça marche. La guacamole devient indissociable du Super Bowl et la journée du match devient la deuxième plus grosse journée pour les avocats après Cinco de Mayo. C'est 8 millions de livres de guacamole, ça, à peu près, par match. C'est fou, là. Numéro 4, la pizza. Ah, la pizza, le mets des dieux. Ce magnifique repas est partout en Amérique du Nord. Une recette efficace, mais qui varie tellement d'une pizzeria à l'autre. D'ailleurs, on estime qu'un Américain sur 7 commande un repas en livraison ou pour emporter pour le Super Bowl, et 60% de ces commandes-là, ça serait de la pizza. Ce qui est excessif, même en cette journée excessive. Bon, vous savez c'est quoi la pizza et d'où ça vient, l'Italie. Fait qu'au lieu de vous casser les couilles ou les ovaires avec l'origine que vous savez déjà, tu sais, la pizza italienne sans sauce tomate, puis avec la sauce tomate avec les Amériques, et puis la pizza arrive en Amérique avec les immigrants italiens, voici à la place une pub de pizza. Bonjour, ici Max Pacioretty. Voici ma nouvelle pizza. Pacioretty ouvre à Montréal dans la petite Italia, la pizzeria Pacioretty. Venez profiter d'un 2 pour 1 qui n'en est pas vraiment un. À notre menu où vous pouvez créer votre propre pizza, la Patio Design. Une pizza avec autant de saveurs que ces entrevues d'après-match. Goûtez-y, vous allez voir, c'est aussi bon qu'un de ces pubs. Merci, j'aime Montréal. La pizzeria Pacioretty, un goût purement italien des Amériques. Mouah! La pizzeria Pacioretty, la pizza aussi plate que joueur, la pizzeria Pacioretty, Pacioretty. Numéro 3, les chips. Les chips, mon seul vice. Tant de variétés de saveurs. Selon le Larousse, les chips, c'est un nom masculin, mais selon le Grand Dictionnaire Terminologie du Québec, c'est un nom féminin. Bref, disons que les chips, c'est non-genré, puis pour les Anglais, des chips, c'est des frites. Bon, fini la section étymologique du mot, on s'en va à l'origine des chips. Et cette fois-ci, on a une histoire relativement précise à vous raconter. Yes! Mais avertissement, l'inventeur des chips que je vais vous présenter est un peu contesté dans l'histoire des chips, nous préférons vous en avertir. La légende veut que le 24 août 1853,
George Krum, un fils d'un Afro-Américain et d'une Autochtone, donc le personnage principal idéal pour une série Netflix, reçoit une plainte par rapport à ses frites. Elles seraient trop épaisses au goût du client du restaurant Moon Lake House. Étant le chef cuisinier de l'endroit, Krum ne l'a pas take, hein, comme on dit en bon français. Il aurait alors tranché finement ses patates, genre tellement fin que ça on dirait une feuille de papier. Hein. Il les a fait frire et il les a mis pas mal de sel dessus. Et le client était très satisfait et une nouvelle recette est née. Les chips, les croustilles. Si on croit à cette histoire parce que la réalité est toujours plate. Évidemment, vu sa situation, il n'a pas pu mettre un brevet sur ses chips parce qu'il était noir et autochtone, fait qu'il pouvait pas dans ce temps-là faire ça. C'est donc resté une spécialité locale jusqu'à ce qu'un monsieur Herman Lay décide de se mettre de la partie. Il va en cuisiner ou en acheter, puis il va en vendre dans sa voiture un peu partout dans le sud des États-Unis. Sa petite compagnie de distribution va augmenter jusqu'à ce qu'il crée sa propre marque de chips en 1944, Lay's. Et à partir de là, il n'y a plus de frein. Les milliers de saveurs de chips sont au rendez-vous. D'ailleurs, il faudrait vraiment ramener la saveur roulette des Doritos, hein, où il y avait une chip sur 20 d'extrêmement piquante. Ça, c'était drôle. C'était le bon temps, ça. Évidemment, étant la grignotienne la plus haute au monde, elle a sa place de choix durant les parties de Super Bowl. Mais là, j'ai déjà parlé de Doritos tantôt, hein, pis ça, c'est pas loin d'être des nachos, ça. Ben, ça fait qu'une question demeure. Des nachos, là. C'est-tu des chips? Numéro 2.5. Les nachos. Oui pis non. Oui, parce que ça crunche dans la bouche pis tout, mais non, parce que c'est pas fait à base de patates, mais d'un tortillas qui lui était fait à base de maïs. Hein? Bref, le chemin est un peu trop compliqué, mais en gros, des nachos, c'est des tortillas coupées en morceaux, puis on les a fait frire et on a mis du sel dessus. Les nachos, ça vient d'un restaurant appelé le Victoria Club. Hein? C'est une propriété de Rodolfo de Los Santos à Piedra Negra au Mexique, juste au-dessus de la ville frontalière d'Eagle Pass au Texas. Un jour de 1940, les épouses de soldats américains ils passent au fort là, puis qui se trouve à cet endroit-là, pour faire du shopping au Mexique. Hein? Puis ils arrivent au restaurant juste avant sa fermeture. Puis là, le maître de l'hôtel, Ignacio Anaya, dit El Nacho, leur prépare un snack avec qu'est-ce qui restait dans la cuisine, hein? Des tortillas puis du fromage. Anaya coupe pas les tortillas en triangle, ajoute du cheddar, chauffe l'ensemble et ajoute des petites lamelles de piment jalapeno et voilà! Désolé, j'ai été trop mis par la qualité de ma racontage histoire. Mais bref, les nachos sont nés. Il a ensuite ouvert son propre restaurant avant de publier la recette dans un livre. Fait que ouais, ça vient du Texas à peu près, hein, les nachos. Hein. Et comment c'est devenu un plat de choix pour le Super Bowl? Ben, il en vendait au stade des Cowboys de Dallas à la fin des années 70, et comme c'était l'équipe de l'Amérique et que le commentateur en parlait souvent au retour de la pause, ben, le mets s'est répandu partout dans le pays à cause de ça. Numéro 2. La bière. Oh, OK, hein? Donc, notre seul breuvage de la liste, hein, mais ô combien consommé durant cette grande fête sportive. Au Super Bowl, on consomme environ 325,5 millions de gallons de bière. De quoi à remplir 2000 piscines olympiques. Hein? Je sais même pas s'il existe 2000 piscines olympiques dans le monde entier. C'est juste donner une idée. Hein? Bon, comme je suis pas mal dernière minute dans mes affaires, hein, j'ai décidé de vous présenter une publicité que j'avais pas discuté l'an passé qui parle de bière, mais qui est écœurante. Hein? Le concept, c'est le Bud Bowl, soit un match de football entre la Bud Light et la Budweiser. Tout ça, c'est animé en image par image, puis tout, puis c'est bien intéressant visuellement, mais ça va mal se traduire dans le format du podcast audio qu'on a. Mais je vais quand même vous le présenter, hein, puis maintenant, quand je vais faire la vidéo de cet épisode, c'est-à-dire dans 4 ans, vous allez voir à quel point c'est cool. You are looking live at Bud Bowl 2 as unbeaten Budweiser battles undefeated Bud Light in what's become known as the War. Let's go down to the locker rooms. You guys are the king. Now let's go turn out their lights. We've waited all year for this. Let's go knock them on their butts. A lot of emotion bottled up in there. What about today's matchup? Well, you got the big arm of Bud Light's Budway Joe versus Budweiser's explosive Beechwood backs, Billy Bud and Bobby Bud. But the big question is how Bud Light will stop Bud's appliance of defiance, the freezer. The cans are going wild. And here comes the king of beer. And the one light that outshines them all. We'll be back with Bud Bowl 2 Right after this.
we're back at Bud Bowl 2. It's been a crisp, cold first quarter. And they're even calling for ice and snow. Budweiser's ball on the Bud Light 48. 33! Pitch to Billy Budd. Whoa, it's a Beachwood rollout. Flags everywhere. We have illegal use of hands. Hands? What hands? You give me a At the end of a controversial first quarter, it's Bud Light 13, Budweiser 3. We'll be back. We're back, and the war is heating up. 32! Silver! Budweiser Joe has that defense confused. Hey! This Bud's for you! Hut, hut! He's got a beer open. Oh, what a grab. What a move! He faked him out of his label. Touchdown! They're whipping our butts! Stop on the bus till you see the light! Bud Light! At the end of the half, it's Bud Light 20, Budweiser 13. We'll be back. It's getting colder. We're back with the Budweiser scoring machine in high gear. 4th and goal for the Bud Light 3. They're bringing in you know who. But wait, Bud Light counters with the washer. The dryer. Folks are throwing everything at him, Bud. No, he's here too. They give it to the freezer. No, it's Bobby Budd. Touchdown! At the end of the third quarter, it's Bud Light 34, Budweiser 30. It's really starting to snow. We're back, and we got us a blizzard here at Bud Bowl. For Budweiser, it's down to one last play. 3 seconds left. They're down by 4. Come on, guys. Don't fizzle out on me now. They need a touchdown. They need a miracle. Blue, 33! It's loose in the end zone. Who's got it? Budweiser! Bud's got it! They win! With a miraculous last-second comeback, it's Budweiser 36, Bud Light 34. Freezer, back-to-back titles. How did you do it? Let me tell you, man, nothing beats a Bud. Ben oui, quoi d'autre pour le numéro 1, hein? Ces fameuses ailes de poulet qu'on adore manger en quantité industrielle, mais qu'on regrette une fois rendu à la digestion. 1,25 milliards d'ailes de poulet sont consommées durant le Super Bowl, soit 7% des ventes annuelles d'ailes de poulet. Ça, c'est pas mal! Mais comment tout cela a commencé, hein? Évidemment, le tout a vu le jour dans la ville de Buffalo, hein? Tu sais, hein, les Buffalo Wings, hein? Au milieu des années 60, hein? Ça existait avant, les ailes de poulet, mais regarde, on se concentre là-dessus, hein? Mais la ville a grandement aidé à pousser la popularité des Buffalo Wings, parce que, tu sais, c'est comme les ailes de Buffalo. En tout cas, et pourquoi ça a été autant associé au Super Bowl? Mais Buffalo a été 4 fois de suite au Super Bowl le perdre au début des années 90, et comme on fait rapidement le tour des reportages qu'on peut faire sur cette ville plate, ben on a parlé pas mal d'ailes de poulet, hein, ce qui a grandement aidé à son essor national et son association pour le Super Bowl. Mais qu'adviendrait-il si un jour, il n'y aurait plus d'ailes de poulet, hein? Il n'y en aurait plus dans le monde, hein? Qu'est-ce qu'on ferait? Mais Match Nul s'est projeté dans le futur pour vous permettre de répondre à cette question. C'était le 4 février 2025. La situation en Amérique du Nord était plus belle que jamais. On avait évité de justesse une 3e guerre mondiale. Les États-Unis avaient enfin accepté de prendre des grandes mesures pour l'environnement. Et les Canadiens de Montréal avaient enfin une chance de faire les séries. Tout semblait parfait. Personne ne se doutait de la catastrophe qui était sur le point d'arriver. Tout commença au siège social des produits Flamingo. Patron, je dois vous parler concernant la production des nouvelles ailes de poulet saveur Chip Ruffle. Je suis content que tu m'en parles. Notre dernier sondage Twitter dit que le monde a bien hâte de goûter. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a dû arrêter la production. Quoi? Ben, y a plus d'ailes de poulet, patron. Comment ça, y a plus d'ailes? On en a plus? Allez en acheter à l'épicerie au pire, puis mettez le logo Flamingo dessus, bon sang! Non, il y a plus d'ailes de poulet nulle part. C'est impossible! On peut pas manquer de poulet! On est une compagnie de poulet, merde! On manque pas de poulet, patron, mais les poulets n'ont plus d'ailes. Tu sais, comme ils savent pas voler, leurs ailes ont tranquillement disparu. C'est à cause de l'évolution. Non, c'est pas vrai.
pas l'évolution. En effet, les ailes de poulet étaient désormais chose du passé. Et comme nous étions à 5 jours du Super Bowl, la nouvelle fut rapidement le tour du monde. Alors, c'est confirmé, on m'informe que les poulets n'ont plus d'ailes et qu'il n'y a donc plus d'ailes de poulet sur toute la surface de la Terre. C'est encore un coup des woke pis de la cancel culture, ça! C'était la panique générale. Oui, plus d'ailes de poulet. Mais là, on va manger quoi de Valsport? Des crudités? Peut-être que ça va encourager les gens à aller vers des options véganes. Et misère! Monique, faut trouver de la luzerne buffalo pis ça presse. À travers les réactions négatives dans tous les foyers, une seule question revenait souvent. Mais qu'est-ce qu'il va avoir quand les Canadiens marquent 5 buts? C'est ainsi que le 9 février 2025, les gens arrivèrent à leur party du Super Bowl sans ailes de poulet et sans plaisir. Salut les gars. Hey, es-tu hâte à la game? Ouais, j'ai amené des bâtonnets de fromage. Ouais, moi aussi. Tu peux le mettre avec les autres. Ce soir-là, Billie Eilish devait assurer le spectacle de la mi-temps, mais trop bouleversée par les événements, elle interrompit son spectacle, laissant insatisfait plus de la moitié des gens qui écoutent le Super Bowl. Excusez, gang, j'ai pas le moral. Ces derniers ont éteint leur téléviseur, causant des troubles financiers à beaucoup de grosses compagnies américaines telles que Budweiser. Leur fameuse publicité du Super Bowl ne fut donc pas très rentable, car dans un monde sans ailes de poulet 911, personne ne veut se désaltérer avec une bière qui goûte la pisse. Leurs profits ont largement baissé. Ils durent déclarer faillite 1 mois plus tard, laissant dans le deuil tous les Marcel du Québec. C'est quoi là, Chris? Va falloir que je boive de la bière de bonne qualité, câlisse! En regardant dans le passé, on ne peut que constater notre grave erreur. Si nous avions pu savoir notre destin, nous aurions dû montrer aux poulets comment voler pour changer le cours de leur évolution. De cette façon, on ne serait pas obligé de manger des hosties de bâtonnets de fromage. Hey Michel, la game commence. J'arrive. Ah, mon Dieu, faudrait pas que les ailes de poulet disparaissent, hein? Ça serait tellement terrible pour notre société. Tant qu'à vous parler de football, j'ai un autre sketch, on a fait un autre sketch de football, le match nul, puis tant qu'à faire, là, ben, je vais vous le présenter, hein? C'est un sketch qui se passe il y a longtemps quand les Dolphins c'était pas bon, puis ils voulaient absolument finir avec 0 défaite. Donc allons voir qu'est-ce qui se passe dans leur vestiaire. 29 décembre 2019. Les Dolphins de Miami s'apprêtent à jouer leur dernier match de la saison. Ils sont à l'aube d'une saison sans victoire. Le dernier match sera donc crucial. Les boys, ce soir, c'est la plus grosse game de la saison. Non, de toutes vos vies. À soir, on sépare les hommes des garçons. À soir, on marque l'histoire. On devient des légendes. On écrit nos noms dans le livre des records. On va faire comme les Lions en 42, comme les Cowboys en 60, comme les Lions encore en 2008 et finalement comme les Browns en 2017. Toutes ces équipes ont réussi l'exploit extraordinaire de perdre tous leurs matchs en une saison. Eh bien, ce soir les boys, c'est à notre tour d'entrer dans ce club select. Il nous reste qu'un match entre nos mains pour entrer dans l'histoire. Faut croire que les dieux du football sont avec nous, puisqu'on joue contre les Patriots ce soir. Ensemble, nous pouvons le faire. À nous, la défaite! J'ai fait quelques modifications à l'alignement pour la partie de ce soir pour maximiser nos chances de défaite. Donc, accueillez la nouvelle recrue Bobo, le babouin! Bobo a jamais lancé un ballon de football, alors je crois qu'il sera parfaitement mauvais dans le rôle de carrière. C'était le pire des singes qu'on a essayé dans nos try-out. Donc, c'est l'homme de la situation. Allons leur prouver c'est qui les plus poches! Sortez-moi vos pires jeux de la saison! Do it for me! Et donc, même 17 tours contre les Patriots après une demi-guerre, premièrement, on pouvait pas s'attendre à ça, mesdames et messieurs. C'était quoi ça? Les boys, c'est les Patriotes! Pourquoi on est en train de gagner? Le plan de match était pas tant clair. Aller sur le terrain et perdre. Comment voulez-vous qu'on marque l'histoire si on gagne ce match-là? D'après moi, il n'y a pas de vrai perdant dans ce vestiaire-là à soir. Elle est où votre dignité?
Le livre des records est si proche et vous allez laisser tout tomber pour une victoire? Ça vous tente-tu de perdre, les boys? Ouais, mais coach, le singe a joué au-dessus de sa tête. Il a marqué 2 touchés. Ouais, je dois admettre que la performance de Bobo m'a un peu surpris. Hein. Qui aurait cru qu'un Christ de singe pouvait courir aussi vite? Fitzpatrick, reprends ta place. T'es le corps pour la deuxième demi. Pis sors-nous pas ta magie cette fois-ci. Ouais, merci coach, je vais continuer de vous décevoir. Ouais, c'est ça que je m'attends. Pis toi, Sanders, là... Pourquoi t'as réussi le placement? Je t'avais pourtant dit de le rater! Ah, ben, je sais pas, là, j'ai juste fermé les yeux en kickant pis ça rentrait. Ben, ferme les yeux plus fort la prochaine fois! Chris, j'ai l'impression d'être avec une gang de compétents. Bon, on retournait sur le terrain pis aller me perdre ce match-là une bonne fois pour toutes! Mais la destinée des Dolphins ne fut pas au rendez-vous. Ils remportèrent finalement le match 17-16 contre les Patriotes, les privant ainsi d'une saison sans victoire. C'est tout pour l'épisode 104 de Match Nul. Désolé si c'est léger en contenu cet épisode, hein? J'étais un peu malade durant janvier, donc c'était un peu dur de se focusser. Mais inquiétez-vous pas, on y revient en force pour le mois de mars, ça va être écœurant. D'ici là, restez cool et on se revoit au prochain Match Nul.